Il a passé la moitié de sa vie dans le trafic de drogue, de simple guetteur à gérant d'un point de deal. Il a gravi tous les échelons. Lui, c'est un ancien trafiquant des quartiers nord de Marseille, aujourd'hui sorti du business de la drogue. Repenti du stup, il témoigne sur cette vie passée au cœur d'un réseau de narcotrafiquants. Un témoignage rare pour une plongée inédite dans l'envers du décor. Bienvenue dans la 2e saison de Cartel Nord, une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 1. Confession d'un ex-trafiquant. Durant toute la durée de l'entretien, il n'a cessé de peser ses mots, de crainte de dire le mot de trop, les mots qui permettraient de l'identifier. Car il y avait une condition pour obtenir ce témoignage, garantir son anonymat pour des raisons de sécurité, pour sa sécurité. Son récit, ses paroles ont été rejoués par un journaliste de la rédaction. Sa jeunesse, son arrivée dans le trafic et ses débuts comme gérant d'un réseau, c'est la première partie des confessions d'un ex-trafiquant. Moi, j'ai grandi pas très loin des quartiers, en fait. Après, à la maison, tout ça, j'étais pas prédestiné à faire ça, en vrai. Parce que mon frère, ma sœur, un exemple, ils font pas ça. Après, tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent. Après, ça passe aussi tarpin par l'éducation. Après, moi, pour ma part, c'est pas l'éducation qui a fait que. Je savais que c'était pas bien, j'ai quand même fait, j'ai rien écouté. Après, t'en as qu'ils écoutent plus, et tant mieux pour eux. Ils ont des parents qui, ils habitent dans des quartiers, et ils n'ont jamais rien à voir avec le trafic. Et il y en a beaucoup. Faut pas croire que dans les quartiers, il y a que des trafiquants, c'est pas vrai. Il y a aussi des travailleurs, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens, ils essaient de s'en sortir, quoi. J'étais pas nul à l'école. J'étais plutôt bon, en fait. Sauf que, je m'y intéressais pas, en fait. Je me suis vite lassé. Des jeunes, tu voulais déjà faire des sous. On va pas se mentir, tu es fasciné. Tu vois des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et dans tous les quartiers de chez nous, on va dire, c'est pareil. Après, tu as les jeunes, quand ils veulent des sous, ils vont au plus facile. Et le plus facile, chez nous, tu commences à guetter, et voilà. Une enfance sans trop de problèmes, une enfance à proximité d'un point de deal et sa promesse d'argent facile. À l'âge de 15 ans, il tombe dans le piège et devient guetteur. Sa mission, prévenir de l'arrivée de la police. J'ai fait entre 6 mois et 1 an de guetteur. Tu bouges pas, tu restes à l'affût. Après, quand il y a la police, tu préviens le charbonneur, tout simplement, pour qu'il détale. C'est toi, après, qui est responsable, en vrai, de s'il est attrapé, voilà. Quand tu es pas prévenu, c'est toi le responsable. Donc, en vrai, c'est une responsabilité quand même. Quand t'es jeune, tu peux morfler. Tu peux pas faire ça et être serein, c'est pas vrai. T'as l'appréhension de rater un rat et de te faire niquer par les autres, après, c'est tout. C'est juste ça. J'ai vu des gens qui leur est arrivé du mal à cause de ça. Il y en a qui s'en fait planter, il y en a qui sont morts, mais c'était accidentel en vrai qu'ils sont morts. Ils voulaient pas forcément le tuer et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu faisais un temps plein, c'était 120, et si tu faisais un mi-temps, voilà, ça pouvait être 60. C'était pas beaucoup, hein. On sortait un peu, on allait manger un McDo, on faisait de l'essence dans le scooter. C'était des petits trucs comme ça, voilà, on achetait notre fumette aussi. Tu fais pas grand chose avec ces sous-là, en vrai. T'achètes un peu des baskets quand tu peux, si t'arrives à économiser assez, voilà. Mais tu fais ça, mais ça sert à rien à cette époque-là. Hein. Tu passes tes journées à travailler, en vrai, pendant tant de temps pour une paye de misère, quoi. Toi, à cette époque, tu le vois pas de cette façon, parce que ça te fait vivre. Après, je connais des gens qui ont vendu sur plusieurs points de deal différents. C'est comme si tu avais envie, par exemple, d'aller travailler chez Aldi ou Lidl. Tu sais que tu peux faire caissier là-bas la journée, tu vas te pointer à Lidl ou Aldi tôt le matin et ça se passe comme ça. Après, si tu as 2 ou 3 connaissances dans le quartier, on va dire, c'est assez simple de te mettre en place. Hein. T'étais bien payé selon où tu allais. Il y avait des gros réseaux qui payaient bien. Ça pouvait monter à 300 € la journée presque. Pendant près d'1 an, il fait donc le guetteur pour le réseau au pied d'une cité. Il est une petite main du trafic, mais il en veut plus. Sur le charbon, le lieu de vente comme les trafiquants l'appellent, il se fait une place et commence à vendre des barrettes de shit pour son propre compte. Quand tu vas commencer à vendre tes premières barrettes, ça va être, pour te t'effaucher, comme on dit. Ça va être entre collègues, entre gens que tu fréquentes à cette époque-là.
Tu vas te mettre avec eux, ça va suffire parce que voilà, ça va être des petits sous. Il y a personne qui va te vouloir du mal, on va dire. Pour ma part, ça a commencé peut-être à 22 ans, quand j'ai commencé à voir en gros les choses. J'ai toujours été un peu un meneur en vrai. J'ai jamais trop suivi les gens, on était jeunes, ouais, mais nous, on se prenait pour des grands. C'est le vécu après qui fait que si t'es jeune ou pas. Tu n'as pas de jeunesse quand tu es dans ça, c'est une entreprise, c'est pareil. On a essayé de s'entourer de bonnes personnes. Il y a des gens qu'on connaissait, ils pouvaient autant nous faire du mal que du bien, qu'on a évité de mettre avec nous parce qu'on savait que c'était des poisons. Au final, ils nous auraient rapporté des problèmes un jour ou l'autre. Ou si c'était pas eux-mêmes, ils nous auraient trahis, je sais pas. Il y a beaucoup de trahison dans ce milieu-là. Faut pas que les gens ils viennent te faire sauter. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, frérot. Si t'es pas capable de faire du mal ou d'être violent, il faut des gens violents avec toi. T'es obligé. Sinon, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu auras des pépins. Dans ton équipe, t'exploites toutes les capacités. Faut qu'il y en ait un qui soit capable de dire lui ça, lui ça, lui ça. Faut avoir des contacts. Faut avoir des fournisseurs. Il faut des clients. Il te faut des nourrices. Tu as plein de gens qui gardent les sous. Des gens qui gardent les armes. Tu as des gens qui gardent même la drogue. Il faut des gens qui vendent. Même un charbon en place qui va démarrer, frère. Tu prends n'importe quel quartier qui a besoin d'un charbon et qui veut mettre un charbon, tu vas mettre des gens aux alentours, un scooter, qui vont arrêter les voitures, qui vont nous dire ouais, si tu fumes, vas-y, un machin, prends du shit, je te donne, cadeau, tiens. Au début, dégueule, prends des sous. Après, quand il y aura les sous, les gars, vous inquiétez pas. Mais au début, on va dire, ça va rien prendre en fait. Le shit, c'est assez facile d'en trouver chez nous. C'est comme les armes, c'est pareil. C'est assez simple en fait, c'est un village Marseille en fait, c'est un grand village. Après, tu connais, comme tout le monde se connaît, si t'as 2-3 contacts, c'est assez facile. On avait plusieurs fournisseurs. Faut pas être dépendant d'un seul gars, sinon c'est comme si un vrai, ton point de deal, c'est le sien au final. Tu vois, si tu es obligé de prendre les affaires à une seule personne, en vrai, c'est comme si c'était le sien au final. S'il fait ça à 10 charbons, il en a 10 charbons le mec, c'est les siens en fait. J'ai des gens, des fois, qui montent en Espagne, qui ramenaient. Après, c'est aléatoire. On pouvait les récupérer ici aussi, les affaires. Hein. Tout dépendait du contexte. La bœuf, tu peux l'acheter pas que en Espagne. Elle peut venir du Nord, elle vient de partout, en fait. Il y a des gens, ils ramènent des affaires. Ça arrive dans des choses, frérot. Tu peux même pas t'imaginer. Des boîtes de conserve. J'ai vu des plaques de shit arriver dans des boîtes de conserve. C'est arrivé qu'une fille, elle part en voiture avec des gens en Espagne, le sang. Et que, sans savoir, quand elle redescendait, en vrai, elle avait de la coke dans le coffre de la voiture. Et elle le savait même pas, elle. Et c'était une personne qui était dans la voiture qui l'a fait, tu vois. À 22 ans, il constitue donc une équipe pour gérer le point de deal. Son business n'est pas le plus gros de Marseille, il est relativement peu inquiété par la concurrence ou même la police, et il peut développer son activité. T'avais des horaires bizarres vers chez nous, en vrai. 14h des fois, jusqu'à minuit. Quand j'étais jeune, frérot, ça débitait sa mère le charbon de chez nous. Il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient en voiture. Ça venait de partout. Il y avait du 80-100 personnes qui venaient chaque jour. Là, à l'heure actuelle, tous les charbons, ils font 11h, 2h du matin. Chacun, il a son organisation, en fait. Après, il y a d'autres solutions, tu vois, que le quartier aussi. Ton vendeur, tu peux le mettre n'importe où. Vendeur à la sauvette, ça s'appelle. T'es pas obligé de le mettre dans un quartier ou en bas d'une tour. C'est ce que j'essaie de t'expliquer en fait. Tu peux très bien le mettre dans une anime, dans un bar. Je peux te donner des tonnes d'exemples. Ça peut être n'importe quoi. Tu trouves d'autres arrangements en fait. Ça peut être, je te dis une bêtise, si un commerçant, son commerce il est un peu à la ramasse et que d'un coup, frérot, il commence à voir qu'à la fin du mois, quand il compte sa caisse, c'est mieux, frérot. Et il va fermer les yeux aussi. Donc au final, il y en a que ça arrange aussi. Si tu veux tout savoir, il y a des secteurs autour de Marseille qui n'ont pas de point de deal. Pourtant, ils auront toujours 2-3 vendeurs à la sauvette dans le même village. Il y a des villages qui marchent que comme ça. Et ça fait des années c'est comme ça. Parce que le point de deal dans ce village-là, il pourrait pas tenir. Donc, il y a des vendeurs à la sauvette. Mais la vente à la sauvette n'est pas la principale activité du trafiquant. Le point de deal reste le lieu où le business est le plus florissant, le plus lucratif, avec sa clientèle bien spécifique.
Les clients, il y a de tout. Tu peux avoir des jeunes comme moi, frérot, qui viennent toucher, tu peux avoir de tout. Tu peux avoir le père de famille, la mère de famille, la fille. Je te dis vraiment, c'est aléatoire. Beaucoup de jeunes du quartier, des alentours, après c'est des gens du même arrondissement, tu vois, ils viennent, après, nous ça s'élargit au fur et à mesure. Noël, machin, la fête de la musique, tous ces bordels, tu sais que là, c'est là que tu fais le plus que d'habitude. Les gens ils font la fête, donc voilà, en vrai, tous ces trucs-là, c'est là que tu vois vraiment, il y a une diff. À la fin du mois aussi, c'est là que la fin du mois, tu vois la différence. Fin du mois, il y a des gens, ils ont plus trop de sous. Et tu le vois qu'au début du mois, quand c'est le 5 qu'ils ont encaissé, bah tu le vois aussi. Hein. La paye, t'essaies de t'en occuper pour toi, pour t'en tenir les comptes, pour trouver que toi, tu voles pas tes associés et qu'eux te volent pas aussi. Ou par les jobbers, quand ils ont fini sa journée, hop, ils venaient et nous, on faisait les comptes. On regardait ce qu'il avait rentré en argent et avec ce qui était parti dans la journée, en marchandises, on regarde si ça correspond, ce qui va te ramener et s'il manque par exemple 100 ou 200, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si tu es parti avec 500, tu reviens avec 300 dessous et tu me dis qu'il n'y a plus de shit, c'est où les 200 € de shit qui manquent? Après, voilà, quand tu travailles et tout, tu vas éviter de lui faire la crise. Tu vas dire, bon, c'est bon, il a mérité, c'est pas grave. Après, lui, notre jobber, il faisait un peu, au début non, mais à la fin, c'était comme notre associé, en fait. C'est des journées, des fois, qui font 3-5 000 €. Après, il y a des petites différences, mais tant que c'est petit, tu t'en fous, en fait. T'auras toujours des petits écarts, mais après, c'est normal. C'est de l'argent de manger, tout ça. Il faut des emballages. Des fois, tu vas te faire des cadeaux aux clients pour fidéliser. Donc aussi, tu vas acheter des petits cadeaux pour leur offrir. Tu as des pertes, en fait. Comme tout le monde, il y a des pertes. La police, tout ça, déjà, quand ils t'attrapent, c'est des pertes. Ça va t'arriver de perdre des sous. Ça, tu le sais très bien. Et ben, c'est pas grave, hein. En vrai, si tu es assez bon, tu fais vite des sous. Tu profites de la vie. Tu te fais plaisir, tu te prives de rien. Tu te crois riche. Moi, tout ce qui est rentré, tout cet argent-là, c'est pas à la sueur de ton front. Tu sais que tu te fais arrêter, tu vas tout perdre, donc t'essaies de rien garder en vrai. Moi, je m'amusais. J'aimais bien acheter des trucs, aller au resto, bouger, partir sur un coup de tête, aller là-bas, j'allais au casino. Pour blanchir cet argent, chacun il a ses petites méthodes en fait. Chacun il a ses besoins. Il y en a, ils ouvraient des trucs en règle, il y en a, c'est pas au bled. Nous, on réinvestissait nos sous pour faire encore plus de sous, en fait. Toujours plus de sous. À la vingtaine, son trafic est bien installé, mais les problèmes ne tardent pas. Coup de pression, crainte du règlement de compte, paranoïa, la vie dans le trafic se complique. Et la suite des confessions de cet ancien trafiquant sont à suivre dans le prochain épisode de Cartel Nord. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.